Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à l'agriculture. Pendant les gastronomades, la Chambre d'agriculture et Charente Libre, nous avons décidé de mettre en avant nos agriculteurs charentais. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Ludovic Massacré. Nous sommes, comme vous le voyez, dans son tracteur, au milieu de son champ, du côté de Burat, quelque part par là. Oui, c'est ça. Bonjour Christelle. Bonjour. Et alors moi, bon, je suis à côté de vous, mais vous travaillez. Vous êtes en train de semer du blé, là. C'est ça? Exactement, on est vraiment dans la période des semis d'automne. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous semez du blé dans un champ de maïs qui n'est pas labouré. Vous n'avez pas labouré avant de passer là. Oui, c'est une technique que j'ai adoptée qui répond un petit peu à ce que l'on cherche, donc la préservation des sols avec donc un semis en semi direct, sans travail du sol et avec une graine qui est correctement implantée pour avoir un rendu correct. Alors là, nous sommes au mois de novembre, c'est la période... Qu'est-ce qu'on fait dans les champs à cette période-là? Alors, donc au mois de novembre, c'est la fin des récoltes. C'est la fin des récoltes, on est dans la fin des récoltes des maïs, mais comme on peut le constater, voilà, les maïs sont finis de récolter. Donc on finit la récolte de maïs et on débute les semences d'automne, donc soit de blé, soit d'orge, qui sont essentiellement les deux cultures les plus implantées sur notre territoire dans cette période. Est-ce que vous êtes producteur céréalier? Oui. Alors vous avez, donc on vient de parler du blé, mais vous faites quoi d'autre? Alors je suis aussi producteur de maïs, tournesol, pois. En fait c'est en fonction de mon choix rotationnel que je vais mettre sur mon exploitation. Rotationnel, ça veut dire que chaque année je n'implante pas forcément les mêmes cultures au même endroit. J'essaye de varier mes cultures pour avoir des profils techniques qui changent d'année en année. Vous avez combien d'hectares? Alors c'est une exploitation qui fait 253 hectares. En fait je me suis agrandi le jour de mon installation, enfin je me suis installé en 2003 et c'est une exploitation familiale qui vient du côté de mes deux parents, maternel et paternel. Voilà, c'est une exploitation partagée sur deux départements entre la Charente et la Dordogne. Voilà, là on est d'ailleurs à limite Charente, limite Dordogne. Alors votre père lui avait aussi des animaux, mais vous avez fait le choix des céréales exclusivement. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un choix pratique, économique Alors tout est lié effectivement. C'est un choix pratique, économique. En fait quand je me suis installé en fonction d'un projet d'un projet professionnel. En fait, j'ai voulu déterminer ce que je voulais, ce que j'attendais de ma profession. Donc, j'étais pas éleveur dans l'âme, donc j'ai enlevé la partie élevage qui existait sur l'exploitation, que mon père avait déjà bien réduit déjà à l'époque. Il y avait une petite partie viticole, 6 hectares de vignes, qui était uniquement en vente directe. Je faisais un seul pinot blanc des Charentes que je commercialisais directement. Donc, ce qui me prenait un peu de temps, c'était un petit peu chronophage. Et m'orientant progressivement vers des surfaces un peu plus importantes en céréales et avec un système qui était totalement bien intégré, puisque j'ai des parcelles qui sont sur une moyenne de dizaines d'hectares, eh bien je me suis dirigé progressivement vers un profil céréalier pour m'adapter au mieux à mon exploitation. Et on s'en sort mieux comme ça On s'en sort mieux, alors tout dépend ce que l'on veut justement comme orientation. Est-ce que c'est quand on est agriculteur, souvent on ne vient pas chercher la richesse, on vient surtout chercher la richesse de l'espace et de pouvoir donner aux autres ce que l'on produit. Ça c'est quelque chose qui m'est important et c'est plus sur la partie éthique qui me convenait de plus et qui me chante le plus. Alors hier on était avec un éleveur de moutons. Il est agriculteur, vous êtes agriculteur, mais pourtant vous ne faites pas du tout le même métier. Non, on ne fait pas du tout le même métier, on a des filières qui sont différentes des uns des autres, puisque en fait indirectement je travaille pour lui, je lui produis son alimentation.
Et lui, tout simplement, eh bien, il utilise mon alimentation pour faire grandir ses moutons et pour qu'il ait la meilleure qualité de viande possible. Alors là, on est en train de semer du blé qu'on pourra manger plus tard, mais qui fera aussi de la paille. Et cette paille, vous pouvez l'échanger contre justement l'éleveur de moutons qu'on a vu hier. Oui, tout à fait. On peut soit l'échanger par du fumier, hein, qui donc va nous restituer une valeur organique pour nos sols, qui donc va nourrir nos sols, ou alors on peut tout simplement la vendre, hein, ça a aussi un aspect monétaire. Mais localement, c'est un échange de bons procédés, c'est une sorte de troc. Exactement. L'irrigation, puisque vous en parlez, ça a été un souci un peu cet été. Alors comment vous gérez vous ça, l'irrigation? Alors moi, voilà, je bénéficie encore de l'installation de mon père qui a créé un système d'irrigation dans les années 90. Donc je prélève de l'eau dans le milieu sur la rivière, la Nisonne, qui passe juste en bas de mon exploitation. J'ai 2 pôles de pompage avec un quota maximum qui m'est attribué. Et en fait, je le gère en fonction de mes travaux, parce que je suis aussi entrepreneur de travaux agricoles, donc je suis spécialisé dans les battages. Et pour me dégager un peu de temps, je me suis spécialisé sur des cultures qui sont moins demandeuses en eau sur le maïs, notamment des maïs qu'on appelle dry. Ce sont des maïs qui n'ont pas besoin ou très peu d'eau. Et en faisant ça, en fait, je me base sur un rendement moyen de 60 à 70 quintaux par an, en évitant d'arroser. Chose jusqu'à présent que j'atteins. Mais là, encore une fois, tout est une question de stratégie, de positionnement de semis. Donc j'essaye d'avoir des semis très précoces, en évitant bien sûr toutes les gelées, parce que on travaille avec Dame Nature et donc on n'a pas forcément la visibilité sur la météo à long terme. Donc j'essaye de semer fin mars, début avril, pour essayer d'aller chercher de l'eau sur mes cultures au moment où elles en ont le plus besoin, c'est-à-dire mi-juin, si je sème à cette période-là, pour avoir de l'eau sur des maïs en pleine fécondité. D'accord, donc c'est la culture raisonnée. C'est de la culture raisonnée. Et bien voilà, alors on a fini de semer, on va aller voir votre champ d'orge cette fois. Hein, et on va continuer la conversation là-bas. Alors tout à l'heure, on a semé du blé, et là on est au milieu d'un champ d'orge. Il a été semé quand cet orge? Cet orge a été semé justement à la période de pluie que l'on a eue il y a 3 semaines, donc autour de mémoire, 3 semaines, un mois, autour du 20 octobre. Vous allez les récolter quand? C'est prévu pour maintenant, avec ce décalage, peut-être mi-juin ou oui, mi-juin, autour du 15 juin. À partir du 15 juin, on rentre dans les phases de récolte. Voilà, parce que vous êtes agriculteur, donc vous faites tout ça tout seul, vous nous avez dit, mais vous êtes aussi engagé pour votre filière. Vous êtes engagé auprès de Aime ton Agri, hashtag Oui. Aime ton Agri. Oui. Expliquez-nous. Aime ton Agri, donc c'est une marque, hein, si je dis pas de bêtises, parce que je suis entre guillemets ambassadeur, je travaille sur la communication avec les salariés de la Chambre, puis certains élus de la Chambre d'agriculture de Charente, pour communiquer positivement de ce qui est mon métier auprès du grand public. Pourquoi il y a un petit désamour comme ça, ou une incompréhension entre le grand public et les agriculteurs? Est-ce que c'est peut-être le manque d'audience que l'on peut avoir sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets des fois qui sont très techniques, et apporter de la technicité, ça peut être barbant ou déplaisant, et puis peut-être aussi le manque de présence de nos paroles dans les journaux. Oui, méconnaissance, vous pensez, donc méconnaissance en du général, grand public. Puisque là vous avez la parole, alors c'est l'occasion, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à ce grand public? Pourquoi il faut aimer son agriculture? Parce qu'il faut surtout ne pas avoir peur de son assiette. C'est l'essentiel. À l'heure actuelle, je pense que c'est une partie qui est incontournable. Ce que l'on mange à l'heure actuelle en France, c'est 100% contrôlé, maîtrisé, et on a vraiment toutes les maîtrises possibles qui nous sont données pour avoir la meilleure alimentation possible à offrir auprès de nos contribuables. Donc voilà, quand ça vient de nos agriculteurs, il ne faut pas avoir peur de le manger. Surtout pas. Et c'est pour ça qu'on vous faire confiance. Exactement. Alors ça tombe bien, vous parlez d'assiette, parce que le blé qu'on a semé tout à l'heure, il a poussé. Et puis on va le retrouver dans nos assiettes. Et on l'a retrouvé, nous, dans l'assiette du chef Laurent Malescaut à Tusson, au Compostelle, avec votre blé et celui de vos collègues, parce que je suppose qu'il en prend un peu partout. Il a préparé un risotto aux cèpes et on va se régaler. Je vous demande de nous suivre.
Et bien maintenant, nous sommes dans les cuisines de Laurent Malescaut. Vous êtes le chef du restaurant Le Compostel à Tusson. Depuis le début de la semaine, on vient chez vous et pour que vous nous expliquiez comment mettre en valeur les aliments, les produits de nos agriculteurs locaux. Alors là, vous nous avez préparé une recette de risotto au blé et au cèpe. Exactement, on va décliner, donc on n'est pas sur du riz pour une fois, on a pris du blé, hein, tout à fait classique. Oui, on peut faire du risotto avec du blé. Exactement, du blé avec beaucoup de choses, hein, le quinoa, voilà. Donc l'idée c'est de valoriser le blé. Donc on a réalisé un risotto, hein, très simplement, on a fait suer des oignons, on a fait revenir le riz, enfin pas le riz du coup, le blé. Et après on le crème légèrement, on met un petit peu de bouillon de volaille et on le fait cuire comme ça, exactement comme un risotto traditionnel. Le temps de cuisson est peut-être un peu différent. Oui, alors vous pouvez faire une pré-cuisson, parce que le blé c'est un petit peu long à cuire, mais ça peut être aussi fait directement comme pour le riz, on va dire. Après, nous avons les cèpes. Alors les cèpes de la région aussi. Bien sûr, les cèpes de la région, on a toujours des papis ou des gens bien intentionnés qui nous amènent leur récolte, donc c'est toujours sympathique. On va accompagner le risotto. Comment vous avez préparé ces cèpes? Oh, les cèpes, ils ont été tout simplement cuits au beurre et avec un peu d'huile. On rajoute une petite branche de thym et une gousse d'ail. Juste grillés, on les coupe un petit peu, ça donne un petit peu un effet et ça leur permet d'être un peu plus croustillant. Combien de temps alors? Oh, c'est très rapide, c'est vraiment à l'œil, à la couleur. Et ça se marie très bien avec les céréales, avec exactement. Avec le blé, un peu de noisette, le blé, voilà, tout à fait. C'est un côté noisette qui vous intéresse dans cette alliance-là des deux aliments? Exactement. D'accord. Et donc on a aussi préparé un paleron de bœuf qui a été cuit très longtemps. On l'a pressé, donc on a les petites carottes, des échalotes, un peu de persil. Ce sera la partie principale du plat. Hop. Et donc après, on va utiliser nos petits cèpes. Un peu de fleur de sel. Vous mettez une sauce ou pas? Là, ça oui, tout à fait. On va avoir deux sauces. On va juste avoir un petit condiment à base de persil, ce qui va donner donc, de la couleur au plat, mais aussi amener le côté herbacé. Voilà. Nous avons aussi quelques petites herbes et fleurs, histoire d'agrémenter en termes de couleur. Hop. Et on rajoute un peu de persil légèrement déshydraté. Voilà. Mais écoutez, c'est magnifique, ça donne envie. On va aller le déguster en salle et en salle on va retrouver votre femme qui va nous dire avec quoi on peut accompagner ce plat et ce qu'on va boire avec. Très bien. Alors maintenant, nous sommes en salle en compagnie de Cécile Malescaut. Vous êtes la sommelière du restaurant Le Compostel à Tusson. Vous êtes également maître sommelier au niveau national. C'est ce que l'on voit là sur votre veste, cette grappe en or. Et vous êtes aussi présidente des sommeliers de Poitou-Charentes. Et vous allez m'expliquer ce que je vais pouvoir déguster comme vin avec ce risotto au blé et cèpes. Alors Christelle, je vous propose un vin local, un IGP charentais, puisqu'on est sur des produits locaux. C'est toujours bien d'assimiler un vin avec le produit. Donc on est sur le domaine Petit Marran de chez Fabrice Papin, donc à Saint-Bonnet-sur-Gironde. Nous sommes sur un vin rouge avec une belle puissance aromatique, un 100% merlot, un élevage en fût de chêne entre 16 et 18 mois et ça va bien accompagner votre bœuf. Alors je vous conseille de déguster. Parfait ce vin charentais. Parfait ce vin charentais sur ce risotto. Et je vous propose que l'on se retrouve demain pour un autre plat, un plat très original. Vous allez voir, le chef nous a préparé un céleri. Il dit que c'est un céleri brûlé. Évidemment, vous allez voir que c'est parfait. À demain!